La Bécasse. Le vieux baron des Raveau avait été pendant 40 ans le roi des chasseurs de sa province. Mais depuis 5 à 6 années, une paralysie des jambes le coinçait à son fauteuil, et il ne pouvait plus que tirer des pigeons de la fenêtre de son salon ou du haut de son grand perron. Le reste du temps, il lisait. C'était un homme de commerce aimable, chez qui étaient restés beaucoup d'esprits lettrés du dernier siècle. Il adorait les contes, les petits contes polissons et aussi des histoires vraies, arrivées dans son entourage. Dès qu'un ami entrait chez lui, il demandait « Eh bien, quoi de nouveau ?» Il savait interroger à la façon d'un juge d'instruction. Par les jours de soleil, il faisait rouler devant la porte son large fauteuil pareil à un lit. Un domestique, derrière son dos, tenait les fusils, les changeait et les passait à son maître. Un autre valet, caché dans un massif, lâchait un pigeon de temps en temps, à des intervalles irréguliers, pour que le baron ne fût pas prévenu et demeurât en éveil. Et du matin au soir, il tirait les oiseaux rapides, se désolant qu'il s'était laissé surprendre, et riait aux larmes quand la bête tombait d'aplomb, ou faisait quelque culbute inattendue ou drôle. Il se tourna alors vers le garçon qui changeait les armes, et demandait, en suffoquant de gaieté, « Je suis là, Joseph! As-tu vu comme il a descendu ?» Et Joseph répondait invariablement, « Oh, monsieur le baron ne les manque pas !» À l'automne, au moment de la chasse, il invitait comme à l'ancien temps ses amis, et il aimait entendre au loin les détonations. Il les comptait, heureux quand elles se précipitaient. Et le soir, il exigeait de chacun le récit fidèle de sa journée. Et on restait 3 heures à table en racontant des coups de fusil. C'était d'étranges et invraisemblables aventures où se complaisait l'humeur hâbleuse des chasseurs. Quelques-unes avaient fait date et revenaient régulièrement. L'histoire d'un lapin que le petit vicomte de Bourril avait manqué de son vestibule et faisait se tordre chaque année de la même façon. Toutes les 5 minutes, un nouvel orateur prononçait « J'entends, bire, bire, une compagnie magnifique de ma part à 10 pas. J'ajuste, pif, paf, et je vois tomber une pluie, une vraie pluie, il y en avait 7. » Et tous étonnés, mais réciproquement crédules, s'extasiaient. Il existait dans la maison une vieille coutume, appelée le conte de la Bécasse. Au moment du passage de cette reine des gibiers, la même cérémonie recommençait à chaque dîner. Comme il adorait l'incomparable oiseau, on en mangeait tous les soirs un par convive, mais on avait soin de laisser dans un plat toutes les têtes. Alors le baron, officiant comme un évêque, se faisait apporter une assiette, un peu de graisse, oignait avec soin les têtes précieuses en les tenant par le bout de la mince aiguille qui leur sert de bec. Une chandelle allumée était posée près de lui, et tout le monde se taisait, dans l'anxiété et l'attente. Puis il saisissait un des crânes, ainsi préparé, le fixait sur une épingle, piquait l'épingle sur un bouchon, maintenait le tout en équilibre au moyen de petits bâtons croisés comme des balanciers, et plantait délicatement cet appareil sur un goulot de bouteille en manière de tourniquet. Tous les convives comptaient ensemble, d'une voix forte. 1, 2, 3... Et le baron, d'un coup de doigt, faisait vivement pivoter ce joujou. Celui des invités que désignait, en s'arrêtant, le long bec pointu, devenait maître de toutes les têtes, régal exquis qu'il faisait loucher les voisins. Il les prenait une à une et les faisait griller sur la chandelle. La graisse crépitait, la peau rissolée fumait, et l'élu du hasard croquait le crâne suiffé et le tenait par le nez en poussant des exclamations de plaisir. Et chaque fois, les dîneurs, levant leur verre, buvaient à sa santé. Puis, quand il avait achevé le dernier, il devait, sur ordre du baron, conter une histoire pour indemniser les déshérités. Voici quelques-uns de ses récits. La folle. « Tenez, dit Mathieu Dandelin, la Bécasse me rappelle une bien sinistre anecdote de guerre. Vous connaissez ma propreté dans le faubourg de Corneille. J'habitais au moment de l'arrivée des Prussiens. J'avais alors pour voisine une espèce de folle, dont l'esprit s'était égaré dans le coup du malheur. Jadis, à l'âge de 25 ans, elle avait perdu en un seul mois son père, son mari et son enfant nouveau-né. Quand la mort est entrée une fois dans une maison, elle y revient presque toujours immédiatement, comme si elle connaissait la porte. Pauvre jeune femme, foudroyée par le chagrin, prit le lit, délira pendant 6 semaines. Puis une sorte de lassitude, calme, succédant à cette crise violente, elle resta sans mouvement, mangeant à peine, remuant seulement les yeux. Chaque fois qu'on voulait la faire lever, elle criait comme si on l'eût tuée. On les laissa donc toujours couchée, ne la tirant de ses draps que pour les soins de sa toilette et pour retourner ses matelas. Une vieille bonne restait près d'elle, la faisant boire de temps en temps ou mâcher un peu de viande froide.
Que se passait-il dans cette âme désespérée ? On ne le sut jamais, car elle ne parla pas. Songeait-elle aux morts ? Rêvassait-elle tristement, sans souvenir précis ? Ou bien sa pensée anéantie restait-elle immobile, comme de l'eau sans courant ? Pendant 15 années, elle demeura ainsi fermée et inerte. La guerre vint, et, dans les premiers jours de décembre, les Prussiens pénétrèrent à Cormeilles. Je me rappelle de cela comme si c'était hier. Il gelait à fendre les pierres et j'étais étendu moi-même dans un fauteuil immobilisé par la goutte, quand j'entendis le battement lourd et rythmé de leurs pas. De ma fenêtre, je les vis passer. Ils défilaient interminablement, tous pareils avec ce mouvement de pantin qui leur est particulier. Puis les chefs distribuèrent leurs hommes aux habitants. J'en eus 17. La voisine, la folle, en avait 12, dont un commandant. Vrai soulard, violent, bourru. Pendant les premiers jours, tout se passait normalement. On avait dit à l'officier d'à côté que la dame était malade. Il ne s'en inquiéta guère. Mais bientôt, cette femme qu'on ne voyait jamais l'irrita. Il s'informa de sa maladie. On répondit que son hôtesse était couchée depuis 15 ans, par la suite d'un violent chagrin. Il n'en crut rien sans doute, et s'imagina que la pauvre insensée ne quittait pas son lit par fierté pour ne pas voir les Prussiens, ne point leur parler et ne point les frôler. Il exigea qu'elle le reçût. On le fit entrer dans sa chambre. Il demanda d'un ton brusque « Je vous prierai, madame, de vous lever et de descendre pour qu'on vous voie. » Elle tourna vers lui ses yeux vagues, ses yeux vides, et ne répondit pas. Il reprit « Je ne tolérerai pas d'insolence. Si vous ne vous voulez pas, de bonne volonté, je trouverai un moyen de vous faire promener toute seule. » Elle ne fit pas un geste, toujours immobile, comme si elle ne l'eût pas vu. Il rageait, prenait ce silence pour une marque de mépris suprême et ajouta « Si vous n'êtes pas descendu demain !» Puis il sortit. Le lendemain, la vieille bonne, éperdue, la voulut habiller, mais la folle se mit à hurler en se débattant. L'officier monta bien vite, et la servante se jeta sur ses genoux et cria « Elle ne veut pas, monsieur, elle ne veut pas. Pardonnez-lui, elle est si malheureuse. » Le soldat resta embarrassé. N'osant, malgré sa colère, la faire tirer de son lit par ses hommes. Mais soudain, il se mit à rire et donna des ordres en allemand. Et bientôt on vit sortir un détachement qui soutenait un matelas comme on porte un blessé. Dans ce lit qu'on n'avait point d'effet, la folle, toujours silencieuse, restait tranquille, indifférente aux événements, tant qu'on la laissait coucher. Un homme par derrière portait un paquet de vêtements féminins, et l'officier prononça, en se frottant les mains, « Nous ferons bien si vous ne pouvez pas vous habiller toute seule et faire une bénite promenade. » Puis on vit s'éloigner le cortège dans la direction de la forêt d'Imoville. 2 heures plus tard, les soldats revinrent tout seuls. On ne revit pas la folle. Qu'en avait-il fait ? Où était-il porté ? On ne sut jamais. La neige tombait maintenant, de jour et nuit, ensevelissant les plaines, les bois, sous un linceul de mousse glacée. Les loups venaient hurler jusqu'à nos portes. Les pensées de cette femme perdue me hantaient, et je fis plusieurs démarches auprès de l'autorité prussienne afin d'obtenir des renseignements. Je faillis être fusillé. Le printemps revint. L'armée d'occupation s'éloigna. La maison de ma voisine restait fermée. L'herbe drue poussait dans les allées. La vieille bonne était morte pendant l'hiver. Personne ne s'occupait plus de cette aventure. Moi seul y songeais sans cesse. Qu'avait-il fait à cette femme ? S'était-elle enfuie à travers bois ? L'avait-on recueillie quelque part et gardée dans un hôpital sans pouvoir obtenir d'elle aucun renseignement ? Rien ne venait alléger mes doutes, mais peu à peu, le temps apaisa le souci de mon cœur. Or, à l'automne suivant, les bécasses passèrent en masse, et, comme ma goutte ne me laissait peu de répit, je me traînai jusqu'à la forêt. J'avais déjà tué 4 ou 5 oiseaux à long bec, quand j'en abattis un qui disparut dans un fossé, plein de branches. Je fus obligé d'y descendre pour y ramasser ma bête. Je la trouvai tombée auprès d'une tête de mort. Et brusquement, le souvenir de la folle m'arriva dans la poitrine comme un coup de poing. Et bien d'autres avaient expiré dans ces bois, peut-être en ces années sinistres. Mais je ne sais pourquoi, j'étais sûr, vous dis-je, que je rencontrais la tête de cette misérable maniaque. Et soudain je compris, je devinais tout. Il l'avait abandonnée sur ce matelas dans la forêt froide et déserte. Et, fidèle à son idée fixe, elle s'était laissée mourir sous l'épais et léger duvet des neiges, sans remuer le bras ou la jambe. Puis les loups l'avaient dévorée. Et les oiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit déchiré. J'ai gardé ce triste ossement et fait des vœux pour que nos fils ne voient plus jamais de guerre.